De commencer la vidéo, je vous apporte deux petites précisions pour faciliter la compréhension globale de la vidéo qui va suivre. Premièrement, qu'est-ce que l'équateur thermique? L'équateur thermique, c'est la région de la planète qui reçoit le plus d'énergie possible de la part du Soleil en fonction de l'inclinaison de la planète par rapport à notre étoile, donc l'endroit où les rayons du Soleil vont frapper avec le plus de force possible. Il fluctue tout au long de l'année entre le tropique nord et le tropique sud. Situé sur le tropique nord lors du solstice d'été aux alentours du 21 juin, le moment donné de l'année où l'équateur thermique, donc la zone de la planète qui reçoit le plus d'énergie du Soleil, est la plus proche de chez nous, à nos latitudes du nord. Puis petit à petit, cet équateur thermique redescend en direction de l'équateur pour arriver à l'équateur lors du de l'équinoxe d'automne, pour arriver au tropique sud lors du solstice d'hiver chez nous. Donc c'est le moment donné de l'année où cet équateur thermique sera le plus éloigné possible de chez nous. Cet équateur thermique est matérialisable par ce qu'on appelle la zone de convergence intertropicale. En fait, c'est une bande nuageuse qui va favoriser la production de convection, donc de précipitations et d'orage, de nuages d'orage. Cette zone de convergence intertropicale, elle fluctue elle aussi tout au long de l'année entre le tropique sud et le tropique nord parce qu'elle va suivre cet équateur thermique. Alors pourquoi, comment elle se forme? Cet équateur thermique, il est traditionnellement associé à des ondes de basse pression. Donc qui dit ondes de basse pression, vous allez avoir des apports d'air chaud et humide en direction du nord et du sud qui vont converger, donc zone de convergence en direction de cet équateur thermique et produire ces fameux orages, cette bande nuageuse, cette zone de convergence intertropicale. Alors je vous en parle parce que c'est intéressant un petit peu pour la suite, parce que dans la suite de la vidéo je vous parle pas mal de la région d'Assouan, la région frontalière entre la Libye, le Soudan, l'Égypte comme étant la région la plus ensoleillée de la planète. Il faut savoir que cette région-là est suffisamment éloignée de cette zone de convergence intertropicale, donc suffisamment au nord par rapport à cette zone de convergence intertropicale lorsqu'elle a tendance à s'en approcher de cette région, donc l'été, puisqu'on est dans l'hémisphère nord, pour ne pas avoir ces influences et sa nébulosité et ses débordements nuageux, voire orageux, etc. Et elle est suffisamment au sud par rapport au bassin méditerranéen pour ne pas avoir les influences des dépressions méditerranéennes hivernales qui pourraient venir s'échouer en direction de la frontière entre la Libye, le Soudan et l'Égypte. Donc voilà, ce qui confère entre autres un excellent ensoleillement à cette zone. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'endroit le plus ensoleillé du monde et par continuité des endroits où le soleil brille le plus longtemps sur la planète. Alors, avant de définir quel est l'endroit le plus ensoleillé du monde, on va parler de comment est-ce qu'on mesure l'ensoleillement. On mesure l'ensoleillement à partir d'un appareil qu'on appelle l'héliographe. Donc c'est lui qui va définir la durée d'ensoleillement journalière, mensuelle, annuelle. Donc Météo France a changé de type d'héliographe dans les années 80-90, de type de dispositif. Alors, avec ces nouveaux héliographes, on perdrait quelques minutes d'ensoleillement, en tout cas d'ensoleillement possible au niveau du lever du soleil et du coucher du soleil, tout simplement parce qu'il s'active dès qu'il reçoit une puissance solaire supérieure à 120 watts par mètre carré. Donc c'est le petit bémol avec ce nouveau dispositif. Et vous avez aussi une autre petite contrainte, c'est que en été, lorsque le soleil est élevé à nos latitudes et proche de l'équateur, donc là où le soleil est élevé haut dans le ciel tout au long de l'année, aux alentours de midi, du midi solaire, vous pouvez avoir un petit peu de nébulosité et recevoir quand même plus de 120 watts par mètre carré. Donc ça, c'est pas transcrit en fait par ce type d'appareil. Vous avez un autre moyen de mesurer l'ensoleillement, ou en tout cas la nébulosité, c'est la fraction maximale théorique possible de watts par mètre carré en fonction de là où vous êtes sur la planète, de la latitude et donc de la période de l'année, de la saison, du jour, hein, tout simplement. Imaginons, nous sommes je veux dire n'importe quoi, le 22 décembre, il est 11 h du matin. Donc ça se calcule en fonction de la latitude et de la période de l'année. On va dire qu'on peut recevoir possiblement 200 watts par mètre carré. Si vous en recevez que 100, eh ben on pourra dire que vous recevez que 50% d'insolation maximale possible. Voilà, c'est une autre façon de mesurer l'ensoleillement et la nébulosité. On revient à l'endroit le plus ensoleillé de la planète. Lorsque vous tapez sur Google, apparaît une ville située dans le sud-ouest des États-Unis, dans le désert d'Arizona, la ville de Yuma. Alors, j'ai comme toujours poussé un peu le truc un petit peu plus loin. Donc ce secteur-là fait partie globalement des endroits les plus ensoleillés de la planète. À mon sens, ce n'est pas la ville ni le secteur
le plus ensoleillé de la planète. Donc situé dans le sud-ouest américain, Yuma a quand même quelques petites, de par sa latitude, qu'elle reçoit quelques petites influences hivernales de la part du rail dépressionnaire du Pacifique. Donc vous avez quelques incursions nuageuses pendant la période la main froide qui vient un petit peu perturber l'ensoleillement là-bas. Ça reste anecdotique, mais ça existe quand même certaines journées d'hiver. Donc lié au courant dépressionnaire, comme je vous expliquais, et en été vous avez quelques remontées aussi anecdotiques et épisodiques de ce qu'on appelle la mousson du sud des États-Unis. En fait, c'est une sorte d'extension de la zone de convergence intertropicale. Donc vous pouvez avoir quelques passages nuageux, voire c'est la période de l'année où vous pouvez avoir quelques orages à Yuma. Donc voilà, pour le cas de Yuma, en tout cas, c'est ce qui transparaît dans les cartes officielles de la nébulosité annuelle moyenne mondiale. Donc vous avez plusieurs types de cartes qui sont intéressantes. Vous avez Echo solaire, ResearchGate, vous avez quelques cartes aussi publiées par la NASA, cartes donc d'ensoleillement annuel mondial. Donc à mon sens, l'endroit le plus ensoleillé de la planète, c'est le désert libyque, la partie centrale du Sahara oriental. Ça serait la région de la Terre où les hautes pressions subtropicales associées à la branche descendante de la cellule de Hadley sont les plus persistantes. Donc tout simplement, là vous avez, pour faire plus simple, un temps anticyclonique le plus prononcé possible. Donc régime anticyclonique le plus accentué. Alors, je vous parle de cellules de Hadley. Rappelez-vous simplement au niveau de l'équateur, et en développant un peu plus l'équateur thermique qui fluctue, je dis bien équateur thermique qui fluctue entre l'équateur et les tropiques, vous avez ce qu'on appelle la zone de convergence intertropicale. Simplement, vous avez un afflux de masse d'air chaud et humide, donc ça provoque des orages tout au long de l'année entre l'équateur et les tropiques. Donc c'est une bande nuageuse qui suit l'équateur thermique, ce qu'on appelle la zone de convergence intertropicale. Ça produit des orages, ça fait monter des masses d'air chaud et humide en altitude jusqu'à arriver aux limites de la stratosphère, aux limites de la troposphère, pardon. Après on bascule dans la stratosphère. Donc quand vous arrivez à cette altitude là, l'air ne peut plus monter, donc il ne peut plus monter, et bien il va s'étaler puis redescendre en direction du nord et en direction du sud. Donc pour nous, l'hémisphère nord, ça va créer sur la partie descendante de la cellule de Hadley nos déserts, pareil pour l'hémisphère sud. Donc en descendant, cet air, il va se passer au niveau physique ce qu'on appelle un effet de fun. Il va perdre son humidité et gagner en température. Et ça va créer ces vastes zones anticycloniques, donc ces zones désertiques, qui sont globalement entre effectivement 20, 30, 35 degrés de latitude nord, et pareil pour l'hémisphère sud. Donc c'est pas un hasard si on retrouve globalement la plupart des déserts sur la planète à ces latitudes-là. Donc extrême faiblesse des précipitations à cet endroit-là, et pas beaucoup de nuages aussi, ou extrême faiblesse des nuages entre 18 et 25 degrés de parallèle nord, et sur ces longitudes entre 20 et 30 degrés de latitude est. Donc je parle de désert libyque, grosso modo, ça sera l'endroit le plus ensoleillé du monde sera entre la frontière du désert, entre les frontières libyennes, égyptiennes et soudanaises. Ça sera cet endroit-là, et ce qui est corroboré par les différentes cartes d'ensoleillement. Ça serait l'endroit le plus ensoleillé de la planète. Donc, on a Aswan en Haute-Égypte, qui est une des plus grandes villes de cette zone saharienne. La nébulosité tombe à 0,6 dixième, c'est-à-dire un ciel qui est quasiment toujours bleu. Vous avez peut-être encore plus fort, c'est à Wadi Alpha au Soudan, donc c'est toujours près bien sûr de la frontière égyptienne, c'est 400 km au sud de Aswan. Vous avez cet endroit-là qui est peut-être encore un poil au-dessus, on va en parler de suite après. Donc on parlera chez nous, on parlera tout court du nombre de jours clairs, c'est-à-dire les jours où vous avez moins de 20% de nébulosité. Donc c'est supérieur à 250, ce nombre de jours clairs, ce nombre de jours où vous avez moins de 20% de nébulosité, c'est supérieur à 250 dans la plupart des déserts chauds. Je vous ai fait un petit listing, on a 252 jours, donc on va dire de jours clairs, à Uyuni en Bolivie, vous avez 272, donc à Yuma en Arizona. Alors ça ne veut pas dire que les autres jours il fait nécessairement pas beau, ça veut dire qu'en tout cas il y a assez de nébulosité, donc plus de 20%, pour dire que on va pas considérer ça comme un jour qui est totalement clair. Donc ça peut être un jour mitigé, un jour avec quelques passages nuageux ou autre. Donc, ça ne veut pas dire que dans ce jour-là il n'y aura pas d'ensoleillement.
On est à 276 à Riyad en Arabie Saoudite, 293 à Adrar, toujours dans le désert algérien, dans le désert saharien pardon, en Algérie. Et là on passe encore aux régions où le nombre de jours clairs possibles sur l'année est encore plus élevé. Donc aux quelques endroits de la planète qui sont supérieurs à 300 jours sur 365, 366, on a 310 à Fachi au Niger, 315 à Calama au Chili, 319 à Koufra en Libye, 330 à Assouan, ce que je vous disais, et le record absolu, donc ça serait 334 à Wadi Alpha, donc proche toujours de l'Égypte, au Soudan. Donc on est à plus de 91-92% de ciel totalement clair sur l'année, autant vous dire qu'il fait beau tout le temps, et que c'est la sécheresse absolue. C'est d'ailleurs après Atacama au Chili, cet endroit-là, donc Atacama au Chili qui est la région la plus sèche de la planète avec 0,8 mm d'eau par an, autant dire rien du tout, il peut ne pas pleuvoir là-bas pendant plusieurs années. Cette région-là, au sud d'Assouan, je me rappelle plus exactement du secteur exact, mais le deuxième endroit le plus sec de la planète, je crois qu'on tombe à certains endroits à 2-3 mm d'eau par an. Ça veut dire que pendant plusieurs années, il peut ne pas pleuvoir et que d'un coup, une année, il tombe 10 ou 15 mm et vous faites la moyenne. Donc pour comparaison, pour vous donner un ordre d'idée autre, on revient en Europe, un des endroits les plus ensoleillés de l'Europe, l'Andalousie, vous avez 193 jours qui sont clairs, qui sont totalement clairs à Séville en Espagne. Alors comparez-le aux plus de 300 jours que vous retrouvez dans cette partie du Sahara, et comparez-le aussi avec la plupart des déserts chauds, où vous avez plus de 250 jours de jours clairs. Et comme je finirai avec ce mot-là, c'est pas un hasard, ces déserts-là sont situés toujours entre 20, 30, 35 degrés de latitude nord et sud, parce que vous êtes sur la branche descendante de la cellule de Hartley, qui confère des centres d'action permanents, anticycloniques, qui font que il n'y a quasiment pas de nébulosité possible, que les dépressions, tout ce qui est dépression et les zones de basse pression ne peuvent pas s'y produire, ou très très rarement. Donc voilà, pour les endroits les plus ensoleillés de la planète. Alors je finis la vidéo avec ces 2-3 petites choses, parce que sinon ça va vous manquer à la compréhension. Je vous ai dit la région la plus sèche du monde, c'est au Chili, effectivement, à Atacama. Alors j'ai pas pour Atacama exactement les chiffres, mais j'ai Calama au Chili, je vous ai dit 315 jours totalement clairs. Par comparaison, par exemple 334 à Wadi Alpha, donc vous me direz oui c'est bizarre, il pleut un peu plus à Wadi Alpha par exemple, en tout cas c'est pas la région la plus sèche de la planète comparativement à Atacama au Chili, alors qu'il y fait un peu plus soleil. Alors ouais, effectivement, nébulosité ne rime pas forcément avec précipitation. Il faut considérer aussi qu'à par exemple à Atacama au Chili, même si ça reste une région très ensoleillée, vous avez la nébulosité qui est à la baisse par rapport à d'autres régions, parce que vous êtes non loin du Pacifique, quelque part le fait que les terres sont plus chaudes et que le Pacifique, à cet endroit-là, vous avez un courant froid, vous avez de fréquents brouillards côtiers qui viennent un petit peu contrarier la nébulosité. Voilà pour la région chilienne du désert d'Atacama. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Il y avait une petite dernière chose, oui voilà la fraction. L'ensoleillement maximal possible théorique sur la planète est à environ de 4400 heures, que vous soyez à l'équateur ou que vous soyez au pôle, parce qu'à l'équateur vous avez tout au long de l'année 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Au pôle nord et au pôle sud, vous avez 6 mois de jour et 6 mois de nuit, et entre les deux, en fonction de la latitude, vous avez toute la palette. Donc chez nous, effectivement, vous avez des journées plus courtes l'hiver, des journées plus longues l'été, jusqu'à arriver au point où vous pouvez avoir le soleil de minuit, et ainsi de suite. Donc voilà, en tout point de la planète, vous pouvez avoir autant de soleil, que ce soit 6 mois de jour d'affilée, ou que ce soit 12 heures de jour, 12 heures de nuit, équitablement réparties tout au long de la journée. C'est bon à noter. Et c'est bon à savoir. Et puisqu'on parle d'ensoleillement, je ne vous ai pas dit ce fameux chiffre, alors combien d'heures de soleil y a-t-il dans cet endroit le plus ensoleillé du monde? Donc Yuma, d'après les relevés, je vous ai dit, qui disait que, ou en tout cas quand vous allez vous tapez sur Google, vous demandez, on nous parle de 4000 heures d'ensoleillement. Chiffre un petit peu à caution, pourquoi pas, peut-être un petit peu moins, à voir, à vérifier. Pour Assouan, on est autour de 3900 heures. Donc on n'est pas loin de 4000 heures, à certaines années on peut avoir 4000 heures, voire un petit peu plus. Donc les coins les plus ensoleillés de la planète sur ces 4380 heures possibles de soleil à l'année, donc on tourne autour de 4000, voire certaines années on peut approcher les 4100 heures. Ça vous donne une idée du fait qu'en fait il y fait quasiment systématiquement tout le temps beau, que le ciel est tout le temps archi clair, ce fameux ciel bleu intense pur.
typique. Pour vous donner une idée, on vient en France, l'endroit le plus ensoleillé de France, donc les endroits les plus ensoleillés de France se situent tous en Méditerranée, tous près de la côte méditerranéenne. À mesure qu'on rentre dans l'intérieur des terres, on va perdre petit à petit de l'ensoleillement, tout simplement avec la convection d'été ou les queues des perturbations atmosphériques qui vont venir lécher les confins méditerranéens, ce qui sera beaucoup moins le cas en allant vers les côtes. Donc toute la Méditerranée est au-dessus de 2500 heures d'ensoleillement, et le coin le plus ensoleillé de Méditerranée, qui bouge un petit peu selon les années, il est globalement situé entre Marseille, Aix-en-Provence et Toulon. Quand vous allez un petit peu plus à l'est du côté de Nice, on est toujours au-dessus des 2500 heures d'ensoleillement. Marseille, Aix, Toulon, on est autour de 2800 heures. Là-bas à Nice, on est plus autour de 2600, 2700, donc on perd un petit peu quand même si ça reste au niveau français un excellent ensoleillement. On perd un petit peu parce que vous avez la proximité immédiate des Alpes. Donc qu'est-ce qui se passe l'été? Un peu de convection nuageuse, donc quelques orages qui éclatent sur les Alpes et qui viennent, les enclumes des orages viennent déborder en fin de journée en direction des côtes. Ça masque un peu temporairement le soleil, donc petite déperdition à ce niveau-là. Et à Perpignan, on est aussi au-dessus de 2500 heures. C'est peut-être l'endroit un petit peu moins ensoleillé de la Méditerranée. On tourne entre 2500 et 2600 heures d'ensoleillement annuel, parce que vous avez la chaîne pyrénéenne, qui absorbe un peu les perturbations en direction de l'Atlantique. Donc vous avez la fin des perturbations qui viennent mourir en direction de la région de Perpignan, même si bien sûr on reste dans le climat méditerranéen. Donc de temps en temps vous avez un petit peu de nébulosité associée aux queues des perturbations. Et pareil, même phénomène l'été, vous avez les Pyrénées, donc vous avez quelques orages qui éclatent en arrière-plan, dans l'arrière-pays, qui peuvent de temps en temps déborder en direction du littoral, ou en tout cas l'enclume des nuages orageux vient un petit peu s'aborder l'ensoleillement de temps en temps en fin de journée estivale. C'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Voilà pour cette petite déperdition. Sur le reste de la France, on est partout en dessous de 2000 heures, même la région de Toulouse, donc dans le sud-ouest, on est à peine à 2000-2050 heures d'ensoleillement annuel. Vous avez la côte atlantique, vous avez l'endroit le plus ensoleillé, c'est du nord de Bordeaux, ou de Bordeaux à peu près jusqu'au nord de La Rochelle, parce que plus au nord, on est encore plus sur le rail dépressionnaire atlantique, donc on perd l'ensoleillement. En Bretagne, on tombe, ça dépend un petit peu des endroits en Bretagne, il y a un peu de variation, mais on est souvent à 1700, 1800, 1900 heures peut-être dans le sud de Bretagne. Et du côté du Pays Basque, dans le sud-ouest, pareil, on perd un petit peu en ensoleillement, parce que l'été, vous avez un phénomène d'espèce de nuage de basse couche, de stratus ou de brouillard qui est souvent prégnant le matin, qui a du mal à se dissiper en journée, retenu par la barrière pyrénéenne, et qui s'effectue souvent parce que vous avez à cet endroit-là la partie de l'océan qui est un petit peu plus chaude qu'ailleurs, par un effet ça fait pas une cuvette, mais ça fait une espèce d'embâcle là qui retient un petit peu l'océan. Donc vous avez des courants océaniques un petit peu plus chauds à cet endroit-là qui favorisent ces espèces de brouillards ou de formation de stratus. Voilà. Et le reste de l'année, même si vous avez quasiment le meilleur ensoleillement hivernal de toute la côte atlantique, dans le Pays Basque, dans le sud-ouest, vous avez les dépressions aussi qui rentrent par l'océan Atlantique et qui viennent s'accrocher aussi sur les Pyrénées. Paris, c'est 1600 heures d'ensoleillement, à comparer avec les 2500 heures et plus de la Méditerranée. Je vais finir avec nos îles, parce qu'on dit souvent les îles, c'est le soleil. C'est à peu près ça, mais c'est à tempérer un petit peu l'ensoleillement sur les îles. Donc par exemple sur la Martinique, sur la Guadeloupe ou même la Réunion, est un petit peu en dessous, il est pas loin, mais un petit peu en dessous de ce qu'on retrouve dans nos régions méditerranéennes. Alors on a souvent la carte postale avec le ciel tout bleu. En fait, le temps varie pas mal dans les îles au niveau de l'année, et surtout même au niveau de la journée. Vous pouvez avoir du soleil, de la convection, donc des orages, etc. Lorsque vous avez des zones tropicales, souvent le temps est gris, et une journée classique, il y a souvent des passages nuageux finalement dans les îles, surtout dans la journée avec la convection, et vous êtes de toute façon associé à un régime de temps un peu particulier via les alizés qui apportent l'océan qui apporte l'humidité des océans. Donc il pleut quand même pas mal, il pleut plus que dans la plupart des régions françaises sur nos îles, et à mesure en plus que vous rentrez à l'intérieur des terres, il y a de plus en plus de nébulosité associée au relief, à la convection et à ces barrières montagneuses qui retiennent les nuages à l'intérieur des terres. Donc par exemple sur la plaine côtière des îles, à Fort-de-France pour la Martinique, on a quand même un bon ensoleillement, on tourne autour de 2300 heures, mais c'est quand même 200, 300, 400 heures de moins qu'en Méditerranée. C'est bien sûr très largement supérieur à la plupart de ce qu'on retrouve dans l'Hexagone. Pour la Guadeloupe, c'est pareil. Pour la Réunion, on aurait localement au sud de l'île, je crois que c'est légèrement sud-ouest, je ne sais plus le nom des communes exactes concernées, on aurait des valeurs qui seront
à peu près équivalente à ce qu'on retrouve sur nos régions méditerranéennes. C'est assez localisé, on monterait jusqu'à 2600-2700 heures d'ensoleillement, mais la plupart des régions côtières de l'île, on tourne pareil, entre 2300, 2400, 2200 selon. Et à mesure que vous rentrez à l'intérieur des terres, vous avez de moins en moins d'ensoleillement pour nos îles tropicales. Voilà, salut!